Alors, bonjour. J'avoue que je suis très touchée par tout ce qui s'est dit ce matin, là. Je trouve ça un peu difficile de rentrer dans un autre sujet un peu aride, là. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous entretenir dans le cadre du tribunal de certaines manifestations de la violence faite aux femmes à partir de l'expérience et de l'histoire des CALAX, donc les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Le regroupement des CALAX existe depuis plus de 30 ans, donc a vu sa fondation en 1979 et regroupe aujourd'hui 23 centres d'aide dispersés dans plusieurs régions du Québec. On rencontre donc à travers la province une diversité d'adolescentes et de femmes de tout horizon. Leur âge varie entre 14 ans et 50 ans. Le mouvement contre le viol et l'inceste a quand même aussi parlé d'une certaine diversité de ces femmes-là. Donc, il faut offrir des services de soutien et d'accompagnement aux femmes dans un univers médical, policier, légal. On s'entend... on s'attaque également à changer les lois. On doit voir au financement et on travaille également sur notre positionnement politique. Malgré tout, on était à l'écoute des débats qui se déroulaient dans le milieu féministe sur la question de la pornographie. Alors, divers groupes tentent à cette époque d'obtenir, dans une grosse mobilisation, qui va se redoubler encore avec l'entrée de la télé payante dans les années 80. Alors là, c'est qu'on voit la pornographie qui va s'introduire dans les maisons. Et là, ça a été le début d'une très grande mobilisation des femmes. Dans les CALAX, on va voir que plusieurs actions locales vont se multiplier. Par exemple, en 1984, le CALAX de Châteauguay a travaillé intensément à l'adoption d'une réglementation municipale sur la pornographie. Alors pour nous, la pornographie, tout comme les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et la prostitution, s'inscrit dans l'ensemble des manifestations d'oppression et d'inégalité vécues par les femmes. Et ça faisait partie de notre, et ça fait encore partie de notre base d'unité. La pornographie n'est pas un divertissement sensuel et anodin, mais une entreprise de propagande plus souvent qu'autrement raciste qui répand le mépris et la haine des femmes. Par ailleurs, la consommation... C'est le fun d'être deux. Par ailleurs, la consommation de la pornographie accessible, et légale engendre une désensibilisation et rend légitime la violence sexuelle. Micheline Carrier écrivait en 1983 un essai sur la pornographie intitulé « La pornographie, base idéologique de l'oppression des femmes ». Ah oui, et elle est ici. Alors, bonjour Madame Carrier, vraiment, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Alors, comme journaliste, philosophe et historienne, Micheline Carrier a fait une immense contribution à la problématique de la violence faite aux femmes au Québec et continue de le faire via ses écrits sur le site CICIF. Madame Carrier parlera de l'usage du regard dans la pornographie, une objectivation par le regard qui empêche la communication et laisse le consommateur dans l'isolement le plus total. La pornographie procure en revanche l'illusion de contrôler la situation et l'occasion de dominer et de réduire par le mépris à l'état d'objet la personne qu'on lui présente comme une proie facile et consentante. Carrier questionne par ailleurs comment les hommes qui se font répéter constamment par l'image et par les mots que les femmes et les adolescentes ne sont que de vulgaires objets à prendre par n'importe qui et à jeter après usage, comment en effet peuvent-ils traiter autrement les personnes de sexe féminin? Dans lequel les femmes ont appris à être victimes. Toutes les facettes de la violence et de la domination que les hommes exercent contre nous sont reliées entre elles. Les gestes les plus bénins sont associés de près ou de loin aux plus graves. Comment avons-nous appris à réagir à cette violence, nous sommes-nous demandé à cette époque? Comment l'oppression nous modèle-t-elle? En 1984, la Riposte des femmes, un organisme venant aux femmes victimes de violences sexuelles, publiait « On apprend à être victime, on peut le désapprendre ». Une réflexion sur la problématique de la violence sexuelle et de la victimisation.
Il ne s'agissait pas de se positionner face aux femmes victimes de violences sexuelles, mais de nous situer comme victimes. Nous réfléchissions sur la manière dont nous avions intégré cette violence dans le but de considérer comment nous avons résisté. Nous examinions les gestes et les choix si minimes étaient-ils que nous exercions quotidiennement pour résister à l'entreprise de colonisation de nos corps et de nos têtes. Nous cherchions à déconstruire notre socialisation, la place de la féminité dans nos vies, les peurs qu'on nous a inculquées, les vêtements qu'on nous impose. Nous étions toutes dans le même bateau et, ma foi, nous le sommes encore. Avec l'explosion des nouvelles technologies, les supports vidéo et l'arrivée d'Internet, les années 90 connaissent une explosion de la production et de la consommation de pornographie. Le territoire pornographique qui était confiné auparavant dans le privé et le caché s'affiche dorénavant publiquement avec arrogance, dira Richard Poulin. Le capitalisme a récupéré le sexe et a trouvé une manière de marchandiser le désir en s'appuyant sur la libération sexuelle. La pornographie envahit dorénavant nos écrans de télévision, de cinéma, nos magazines et même nos rapports sociaux. Nous entrions dans l'ère de la banalisation. Tout cela avait du sens pour nous et les liens étaient évidents. Nous étions témoins des changements qui s'opéraient sur le terrain. Suzanne Faludi nous rappelle à la même époque, donc dans les années 90, que plus le rôle économique et politique des femmes devient important, plus les médias dominants, la publicité et l'industrie des loisirs tendent à imposer une image extrêmement réductrice des femmes, s'ingéniant à les présenter comme des êtres purement frivoles et sexuels, n'attendant que d'être consommés ou épousés. C'est bien ce que nous entrevoyons au début des années 2000. Alors que nous sommes interpellés par la sexualisation précoce des jeunes filles, débats, avis, ces réflexions au Québec vont amener le Calax de Rimouski à agir et à commander une recherche à Pierrette Bouchard sur l'hypersexualisation de la société qui s'intitule « Consentante, hypersexualisation et violence sexuelle ». À l'époque, comme un phénomène qui traduit l'arrivée en masse de nouveaux vecteurs par lesquels se traduise la sexualité. Peut-être qu'aujourd'hui, on parlerait seulement de sexualisation sociale et on se comprendrait très bien. Révèle que 86% des répondants croient que la pornographie peut éduquer les gens et 68% pensent qu'elle permet une attitude plus ouverte sur la sexualité. Plusieurs hommes, particulièrement des jeunes filles et des jeunes garçons, émoussent leur perception et provoquent une confusion des codes sociaux où des relations forcées sont identifiées comme des relations allant de soi. Les agresseurs se sentent validés par leur comportement. Cette logique laisse aussi croire aux femmes et aux filles qu'il est naturel pour elles de se montrer accessibles, désirables et sexy. Il s'agirait même d'un grand pouvoir qu'elles possèdent, le pouvoir de séduction. La question de la prostitution nous pousse à faire une réflexion sur le sujet. Nous étions alors le seul organisme provincial au Québec à prendre une position claire sur des rapports sexuels. Pour nous, les femmes qui ont un vécu, qui vivent de la prostitution sont nos sœurs. Certaines de nos collègues de travail ont sur la violence a des conséquences importantes sur la santé et l'équilibre des personnes. Nous savons que la violence intériorisée, parce que les limites n'ont pas été respectées, arriver à la violence est aussi une des conséquences de la violence vécue au cours de sa vie. L'industrie du sexe est friande de ces formes de vulnérabilité. S'il est vrai que plusieurs femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution ont été victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance, il n'est pas possible de faire de cette donnée le seul trait de cause à effet, puisque toutes les violences vécues par les femmes concourent à les rendre vulnérables. Il est établi, par contre, que être victime de violence contribue à être de nouveau victime de violence. À un parcours de violence se jouent aussi des conditions sociales et économiques défavorables qui coopèrent à ce que les femmes se retrouvent un jour au sein du système prostitutionnel. L'approche intersectionnelle développée par Kimberly Crenshaw permet de démontrer que sexisme, racisme, âgisme et classisme sont reliés dans le spectre de la prostitution.
Ce sont donc majoritairement des femmes et des filles qui sont prostituées aux plans locaux, régionaux, nationaux et internationaux, donc rapports sociaux de genre. Ces femmes et ces filles sont issues des milieux les plus pauvres et les plus vulnérables de leurs sociétés respectives, rapports sociaux de classe. Et finalement, elles sont immigrantes ou appartiennent à des nations autochtones alors qu'elles sont trafiquées à des fins sexuelles, tant au Canada que dans les réseaux internationaux, rapports sociaux de race et d'ethnie. Dans un contexte de continuum de la violence faite aux femmes, les différentes facettes et combinaisons de ces manifestations sont multiples et complexes, doit-on ajouter, tout autant que les chemins pour y résister. Aujourd'hui, sur le terrain, les CALACS constatent que la désensibilisation et la banalisation ont fait leur œuvre. L'exploitation sexuelle des jeunes filles est très présente et nous redoublons d'efforts à intervenir sur le terrain et dans les écoles. Les garçons ont bien intégré le discours ambiant qui se traduit par des pratiques méprisantes à l'endroit des jeunes filles. Les filles sont de plus en plus résistantes et se distancient des réflexions que nous proposons. Un premier groupe de filles ne voit pas les enjeux, alors qu'un autre groupe invoque la responsabilisation de celles qui sont happées par ce phénomène, réactualisant ainsi les préjugés de la pute et de la bonne fille. Les femmes divisées entre elles, tactique bien connue, vont faire le travail pour le compte du patriarcat. Qu'en est-il maintenant du message, du projet que nous envisageons dans le futur? Nous devons compter les unes sur les autres, s'assurer de débattre réellement des questions de la prostitution en lien avec l'industrie du sexe et de ses conséquences sur les femmes. En Suède, disait Gunilla Ekberg, les femmes et les enfants ne sont pas à vendre. J'espère que nous pourrons dire la même chose au Canada dans un avenir rapproché. Merci.